Bonjour, aujourd'hui dans la série des petits génies des médias, nous allons parler du complotisme. D'abord, pour commencer, nous allons faire notre voyage avec Dana Scully et Fox Mulder. Donc Dana se demande pour commencer qu'est-ce que ça peut être qu'un complot. Un complot en fait c'est une interprétation particulière des événements d'après une conspiration, un plan organisé par un groupe pour ses propres intérêts. Donc en fait, la particularité d'un complot, c'est que les informations ne vont pas être forcément fausses, mais c'est l'interprétation qui va donner lieu à des polémiques. Attention, il est bien évident que certains complots, dans l'histoire, on a eu des traces de complots qui ont existé. Des complots qui peuvent être liés à une prise de pouvoir, comme par exemple l'assassinat de Jules César en moins 44 avant Jésus-Christ. Des complots liés à des conspirations pour assassiner, par exemple, Laurent de Médicis, la conjuration des Pazzi en 1478, ou encore le coup d'État de Napoléon qui lui a permis de prendre le pouvoir. Ensuite, on va avoir des complots autour des manipulations de l'opinion pour que justement certains actes politiques, certains actes militaires aient une justification auprès de l'opinion publique. Donc par exemple, en 1939, Hitler prétexte l'invasion d'une base de Gledys par les Polonais pour pouvoir lui-même envahir la Pologne. En 1989, on a vu des images dans les médias d'un massacre qui a été soi-disant fait par le pouvoir en place, le pouvoir de Ceausescu. Et en fait, c'était une mise en scène pour attirer la sympathie des médias par rapport au renversement du dictateur. Il y a aussi donc des complots au niveau politique. En 1974, il y a eu le Watergate et puis il n'y a pas si longtemps l'affaire Snowden. L'affaire Snowden, par exemple, ça cristallise la peur de l'espionnage qui est là depuis l'affaire du Watergate. Aujourd'hui, on est donc confronté à ce que j'appellerais le syndrome Matrix, c'est-à-dire on est tous manipulés. On est dans une époque de soupçon, et on a raison. Il y a beaucoup d'affaires d'écoute, comme l'affaire Snowden, où il n'y a pas si longtemps les écoutes de la NSA qui ont écouté les présidents européens. Donc en fait, c'est pas être paranoïaque que d'avoir conscience qu'il y a peut-être des choses qui échappent à notre contrôle et qu'on ne sait pas tout. On a aussi une fascination pour les secrets. La majorité des films, aujourd'hui, le ressort dramatique des fictions, des séries télé, etc., est basé sur quelque chose par rapport aux secrets. Donc, on peut dire qu'on vit quand même une époque qui est favorable aux théories du complot. Donc, les théories du complot, c'est bien les versions alternatives de la réalité. Et en fait, on peut se demander si parfois la fiction ne rejoint pas la réalité. Donc, on va voir différents complots. Et en fait, on va se poser la question, est-ce que ces complots ont donné lieu à des fictions, des films, des romans, etc. Ou est-ce que c'est le succès de certaines fictions, de certains films, qui ont remis au goût du jour ces théories du complot ? Alors, une première catégorie pour parler des complots, ça va être les sociétés secrètes. On est toujours fasciné par les sociétés secrètes. Donc, il y a beaucoup de films qui partent de ce principe, beaucoup de scénarios qui sont basés sur l'existence d'une société secrète avec des motivations plus ou moins nobles et qui donc va défendre ses intérêts. Par exemple, la société des Illuminati dont on entend beaucoup parler, eh bien, en fait, on la retrouve chez Dan Brown dans son second film, Angers Démon, dans son second livre, Angers Démon. Et puis, c'est également un petit peu les francs-maçons, la théorie des complots maçonnique, etc., qu'on va retrouver dans les séries comme Benjamin Gates. Le complot sioniste, il apparaît avec le prieuré de Sion dans le Da Vinci Code, et puis également dans des romans d'Umberto Eco. La première apparition du prieuré de Sion, en fait, c'est dans un feuilleton d'Eugène Sue au XIXe siècle. Donc, en fait, il y a toujours un lien entre la fiction et puis les sociétés secrètes. La deuxième catégorie de complots auxquels on peut s'intéresser, c'est les complots politiques. Donc on est également fasciné par tout ce qui est service secret. Le FBI, le KGB, la NSA, c'est quelque chose qui échappe à notre contrôle. C'est secret, on n'a pas d'informations dessus. Donc en fait, ça suscite un intérêt et puis ça suscite des questionnements. Des films ont également mis en place justement des ressorts dramatiques basés sur l'assassinat de Kennedy, sur le personnage de J. Edgar Hoover qui est le fondateur du FBI. Donc en fait, on a toute une partie des complots qui est autour du politique et de ce qu'on nous cache.
Une autre catégorie qui a un grand succès au niveau des complots, c'est ce qu'on va appeler les complots technologiques. Donc c'est tout ce qui est lié aux manipulations technologiques, les maladies qui sont en fait inculquées pour des raisons politiques, les bouleversements du climat qui font partie d'un plan global, l'intelligence artificielle. Et puis on a également l'idée que on est peut-être manipulé par une force qui nous échappe. Donc ça va être l'existence des extraterrestres sur la Terre comme dans Men in Black, ou alors justement un complot qui vise à cacher l'existence de ces mêmes extraterrestres dans X-Files. Donc on voit que la fiction aujourd'hui, elle va nourrir en fait notre envie de mystère, etc. Et on peut se poser la question de la mécanique du complot. Pourquoi on est fasciné par les complots? Pourquoi on a toujours envie d'en savoir plus? En fait, il y a deux ressorts principaux. Il y a le besoin de comprendre le monde parce que certains événements sont trop douloureux ou trop incompréhensibles. Et donc on a besoin de se pencher sur l'histoire, on a besoin de rationaliser un peu notre pensée. Et puis, la deuxième chose, ça va être quelque part en commençant par s'informer, en essayant de se tenir au courant, et ben on est déjà en train de faire quelque chose, on est déjà en train d'agir. Moi je sais, donc moi je peux t'expliquer, moi je peux diffuser une information qui sera peut-être la vérité. Alors là où il faut faire attention, c'est de ne pas basculer dans les extrêmes. En effet, le complot, il est quand même basé sur une manipulation, un biais de l'information. On va se poser toujours des questions auxquelles, en fait, on n'a pas de réponse claire. Certains événements sont graves ou incompréhensibles, donc la question qu'on va se poser, c'est comment c'est possible. Et face à des événements inacceptables, on va mettre en place ce qu'on appelle des filtres mentaux. Et donc, le fait de se référer à un complot, c'est-à-dire à quelque chose d'organisé, quelque part, on déresponsabilise l'être humain. On se dit c'est pas possible que des êtres humains aient fait ça, et donc on va choisir l'explication la moins douloureuse. À qui ça profite? Pourquoi il y a des actions qui sont aussi inacceptables? Donc en fait, on va mettre en place un principe de commanditaire, une société secrète, les extraterrestres, quelque chose qui est au-dessus de nous et qui donc est responsable des maux du monde. Comment j'explique certaines choses? Parce qu'il y a des informations, il y a des événements qui sont vraiment très étranges. Donc en fait, la rhétorique du complot, la thèse complotiste, elle va toujours cumuler des arguments. On va empiler les arguments comme dans un millefeuille, et en fait, on va faire une confusion entre la corrélation et la causalité. C'est-à-dire que des événements qui n'ont pas forcément un lien entre eux, qui ont des liens de corrélation, par exemple, qui se sont passés au même moment, mais qui n'ont pas forcément des liens de causalité. C'est pas parce qu'on mange beaucoup de chocolat au Danemark que ça a un lien avec le fait qu'il y ait beaucoup de prix Nobel au Danemark. Les deux événements ont un lien de corrélation, c'est-à-dire qu'ils se déroulent au même endroit, mais pas forcément de causalité. Et ça, souvent, c'est compliqué à démonter comme argument. Et en fait, la quatrième prise de position, c'est pourquoi ça ne serait pas vrai. En fait, on va inverser la charge de la preuve. Il est impossible de démontrer que quelque chose n'existe pas. Par exemple, je suis incapable de démontrer que les licornes n'existent pas. Je peux montrer que les chevaux existent, mais je ne peux pas démontrer que les licornes n'existent pas. Parce qu'il y aura toujours un contre-argumentaire. Il y aura toujours quelqu'un qui dira « mais si, il y a eu quelque chose à tel endroit, etc. » Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez compliqué dans les théories du complot. Alors, quelle est la bonne attitude à avoir? On va parler d'autodéfense intellectuelle. D'abord, il faut prendre en compte la crédibilité des informations. C'est-à-dire que, en fait, c'est la théorie du rasoir d'Occam et c'est également la théorie qu'on retrouve beaucoup dans les romans de Sherlock Holmes. L'explication la plus simple, c'est souvent la bonne. Attention, ça ne veut pas dire que c'est l'explication la plus plaisante, celle qui va nous faire le plus plaisir, ou la plus évidente. On a parlé des liens de causalité et de corrélation. Donc, c'est vrai qu'il faut réfléchir. Est-ce que le propos qu'on m'apporte, c'est pas un propos trop extrémiste qui part justement dans des complots? Est-ce qu'il reste crédible? Ensuite, on va se poser la question de l'autorité. Qui m'amène ces informations? Qui m'explique les tenants et les aboutissants de cet événement? La complosphère, en fait, c'est l'existence d'un réseau qui va s'auto-nourrir. C'est-à-dire qu'en fait, si on reste sur un certain type de site ou si on est abonné à un certain flux d'informations, si on suit certaines personnes sur les réseaux sociaux, on va toujours retrouver les mêmes
les mêmes arguments. Donc on va avoir une impression d'autorité, de fiabilité. Mais en fait, on reste bloqué au même endroit. Donc c'est là où justement il faut essayer de recouper les différentes versions par rapport à différentes sources. Il faut vraiment mener un petit travail d'enquêteur. Donc bien entendu, on n'est pas obligé de croire tout ce qu'on a dans les médias officiels, mais confronter ce qu'on peut lire dans un journal, regarder une émission de télé de décryptage, regarder des vidéos YouTube. Tout ça, ça fait partie de l'élaboration du doute raisonnable. Et c'est ça qui est très important. C'est très bien de douter, mais il faut garder un peu de raison dans le doute. Voilà, donc pour résumer, comment peut-on être un super analyste des complots? Donc l'idée, c'est bien d'être au courant un petit peu de ce qui se passe dans le monde. En plus, on a une certaine attirance pour le mystère. Moi, je me renseigne beaucoup sur les théories du complot parce que c'est quelque chose justement qui m'intéresse, comme Mulder. Donc ça, c'est bien, mais il ne faut pas tomber dans les extrêmes. Donc l'idée, c'est de cultiver son doute raisonnable. On en a parlé, donc là, c'est plus l'attitude que va avoir Dana Scully. Donc réfléchir sur la crédibilité des informations, sur l'autorité, sur les auteurs de ces informations et sur leur fiabilité. Recouper les différentes sources d'informations. À partir de là, en fait, si on mélange les deux attitudes, on va développer réellement notre esprit critique. C'est-à-dire qu'on va être capable de confronter des opinions, on va être capable d'avoir un discours rationnel avec des gens qui croient au complot ou des gens qui n'y croient pas. Et en fonction de notre point de vue personnel, on va être capable d'argumenter. Et c'est ça qui est important en fait, c'est d'être capable d'analyser, d'argumenter, d'avoir un esprit critique. Si vous voulez approfondir un petit peu tout ça, vous pouvez aller sur le site CSI Lila où on a les boîtes à outils, donc on a la mise en place de stratégies d'analyse et on a un certain nombre de documents, par exemple des présis, qui nous expliquent comment se poser les bonnes questions sur les informations, comment évaluer des informations, comment évaluer des images et comment estimer la manipulation qui a été faite de ces informations. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses et que vous êtes prêts pour devenir un super analyste des théories du complot. Rendez-vous pour de nouvelles aventures sur csilila.com. À bientôt!